Bonjour Alain, Bonjour, comment vas-tu? très très bien. Je suis heureux d'être dans ce salon, super salon, avec une belle diversité, une belle qualité globale et puis surtout le côté très convivial. Quel est ton univers artistique? Alors moi je me situe dans ce qu'on appelle la figuration narrative, c'est-à-dire que c'est à la fois figuratif mais avec des compositions parfois à la limite de l'abstrait. Et le but, c'est, même dans des paysages, quelque chose de très figuratif, j'essaie de raconter quelque chose ou de faire en sorte que les personnes qui regardent s'interrogent sur la présence d'un élément insolite et fassent le lien avec d'autres éléments du tableau et donc de se raconter l'histoire. C'est un peu comme le tableau qui est à côté de toi. Voilà, exactement. On dirait, ça me fait penser à 2001, l'Odyssée de l'espace. Tu pourrais éventuellement expliquer le tableau qui est à côté de toi? Celui qui est à côté de moi, c'est... La plupart des paysages sont inspirés d'un voyage que j'ai fait, enfin 2 voyages en Écosse, en Irlande, qui m'avaient très marqué par les lumières changeantes, les nuages, le côté l'humidité, l'horizon qui se dilue avec le fond. Donc c'était ma première démarche sur un plan plastique. Mais comme je voulais pas rester dans le simple style paysage pur, j'ai introduit plusieurs éléments, à savoir un personnage qui est assez discret, mais dont la présence est un peu incongrue. On se demande ce que fait une jeune femme avec une robe de soirée, la barque toute seule, et puis surtout ces éléments, le monolithe. Le monolithe, c'est ça que je cherche. Sur lequel je grave des choses, donc il y a des scènes représentées, et c'est au spectateur d'essayer de faire le lien entre ces éléments-là. D'accord. Finalement, tes œuvres sont un jeu visuel. Oui. Dans un premier temps, je les avais appelés paysages métaphysiques. Donc, et alors, cette série en haut, c'est une démarche différente. Et il y en a 4 avec le même principe de composition. Une bande verticale représentant un visage, mais c'est pas n'importe quel visage, c'est pas une photo de. Et c'est pas d'après une photo réelle, c'est d'après une photo de sculpture. Et les 2 qui sont ici, c'est d'après une photo de sculpture funéraire du cimetière de Montmartre. Ici, c'est d'après une sculpture de Jean-Baptiste Carpeaux, qui représentait une esclave. Et Carpeaux avait exécuté cette sculpture justement pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Et la particularité, c'est que cette sculpture a été achetée par Eugénie Bonaparte, la femme de Napoléon III. D'où le titre de ce tableau, Eugénie. Mais j'aime bien celui-ci en particulier parce que là, le thème, j'ai développé au travers de toute la toile, j'ai développé tout le côté esclave. Notamment, il y a un élément que les personnes qui ne connaissent pas la sculpture, la corde qui apparaît ici, elle est réellement sur la sculpture de Carpeaux. Et moi, je m'en suis servi pour le prolonger, pour faire un passage plastique dans le reste de la composition et en même temps symboliquement pour montrer justement l'idée de libération. D'accord. Même chose pour la lucarne en haut. Cette partie-là, ce sombre, renvoie à l'idée de geôle, d'emprisonnement, mais en même temps, la puisque le regard de la femme est orienté vers ce rectangle blanc, c'est aussi un espoir de liberté. D'accord. Et dernier point important, dans la plupart de mes toiles, il y a des éléments gravés et recouverts de feuilles d'or. Et ici, dans celui-là en particulier, toujours dans le thème de l'esclavage, en haut et en bas, il y a 2 personnages qui sont des répliques des esclaves sculptés par Michel-Ange. D'accord. Donc dans ma peinture, dans beaucoup de mes toiles, il y a aussi des citations d'œuvres d'art et donc histoire de l'art. Donc en fait, je m'adresse. Mon travail, c'est une lecture plurielle. Il y a une lecture, une approche globale, et puis après, quand on s'approche et quand on s'interroge sur les différents éléments, comment les relier, c'est là que naît le côté narratif. Mais comme je dis, c'est un jeu pour les gens qui passent, parce qu'il y en a, ils passent, ils voient peut-être, ils voient les visages, mais ils voient pas. Ah ben non. Et puis là, le fait que ce soit traité d'une manière très réaliste. Certaines personnes pensent que c'est du collage, mais c'est pas du collage du tout. Celui-ci a une particularité. Là, je l'ai présenté verticalement, parce que d'une part, je l'ai exécuté verticalement, mais la lecture, elle se fait aussi horizontalement. Et si on regarde horizontalement, on voit un bateau qui accoste. Donc le côté paysage est encore
plus évident. D'accord. Bon, j'aime bien aussi, j'ai fait plusieurs toiles sur le thème de la pollution, donc là c'est les baleines avec des barils de pétrole, etc. Celui-là, pareil, ici en bas, malheureusement l'emplacement ne permet pas de le lire correctement, mais toute la bande dorée donne le sens à ce tableau. La bande dorée représente le fond de la mer avec des tas de détritus, de poissons. Et le bateau ici, certaines personnes pensent à un bateau fantôme, mais c'est pas du tout le cas. En fait, c'est une épave comme celle qu'on trouve sur la mer d'Aral. Et quels sont les artistes qui t'ont influencé? En partant de la peinture de paysage, notamment, ça me fait penser à ça. Il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi j'avais ces blocs, ici, ces gros blocs de béton. Au 18e, il y a eu une mode de peinture, de paysage avec des ruines telles que Hubert Robert. Donc pour moi, c'était aussi une manière d'évoquer ce style de peinture, introduire des éléments architecturaux dans un paysage, mais d'une manière très, comment dire, énigmatique. Après, dans les artistes, j'adore un artiste, là ça n'apparaît pas, mais un artiste contemporain qui s'appelle Ernest Pignon-Ernest. Ça c'est un de mes grands, un des grands peintres actuels. Autrement, j'en ai plein. La période surréaliste, dans les années 70, quand j'étais à la fac, j'étais assez fan de la peinture surréaliste, mais maintenant, c'est un peu passé, quoi. Même si, quelque part, il y a des réminiscences. Ainsi, au niveau des références, il y a un autre artiste, parce que celui-là, on m'interroge souvent, parce qu'il est très différent dans le style par rapport aux autres. En fait, là, c'était sur le plan anecdotique. J'ai démarré ce tableau parce que, pour les précédents, je mets énormément de temps dans tout ce qui est gravure, feuilles d'or, etc. Donc je m'étais dit, je vais faire un tableau où il n'y a pas de gravure, pas de feuilles d'or. Mais je me suis lancé sur une foultitude de personnages et un peu dans l'esprit de Combas, un peintre de la ville, de Sétois, maintenant qui a une renommée internationale. Donc avec cette profusion de couleurs, etc. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Ce qui se passe dans notre tête, quoi. C'est l'esprit qui visualise des scènes, des images, et qui ensuite les réalise, les concrétise sous forme de dessins, de gravures. Je suis pas du tout dans le texte, je suis pas du tout un narratif dans le texte. Mais sur le plan de l'image, je vois très, très facilement des tas d'images. L'imaginaire, pour toi, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? C'est une façon de s'échapper à la réalité. Et puis, dans la mesure où mon objectif, quand même, c'est de produire, donc de peindre, de créer. Donc, si j'avais pas ce côté imaginaire, je serais un peu, comment dire, handicapé. Donc, moi, c'est important. Y a-t-il une limite à l'imaginaire? Non, je pense pas. Voilà, sauf des... Je m'interdis, même pas, c'est spontané. Tout ce qui est scène ultra-violente, des scènes gore ou des genres de choses, c'est pas du tout mon esprit, quoi. D'accord. D'ailleurs, quand on regarde ce paysage-là, il y a une espèce d'harmonie, une espèce de calme comme ça qui respire, quoi. Donc, alors même si les thèmes comme ceux-là peuvent paraître un peu plus brutaux, la confrontation d'une surface avec une photo funéraire et autres, donc ça peut ne pas séduire, mais en même temps il n'y a pas de choc brutaux. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art? Grosse question. J'ai eu une discussion il y a 3 jours avec quelqu'un, fanat de l'IA. Et évidemment, on était d'accord sur le fait que c'est quelque chose d'inévitable maintenant. On va aller de plus en plus vers ça. Mais pour moi, c'est ce que j'essaie de lui faire comprendre. Pour moi, quelque part, c'est une limite à l'imaginaire. Un peu à la manière du mobile pour l'écriture, pour le texte.
quand on se rend compte que maintenant beaucoup de personnes ne savent plus écrire ou ne prennent plus la peine d'écrire, en passant par un dictaphone, il n'y a même plus besoin de taper les lettres. Pour moi, l'IA, c'est un peu la même chose. Alors, ce en quoi on peut moduler la chose, parce que évidemment, on obtient des résultats fantastiques. Mais pour moi, la création artistique vient essentiellement de l'intérieur de la personne. Il y a un choix délibéré, il y a des images qu'on se crée dans sa tête, qu'on reporte sur une toile, sur une feuille de dessin. Tandis que là, avec l'IA, il suffit de décrire au maximum ce qu'on veut obtenir et l'IA va nous proposer une image déjà toute faite. Pas forcément exactement ce qu'on souhaitait voir apparaître, mais c'est un peu le risque, d'où ma formule limite à l'imaginaire. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors j'ai un site internet et il n'y a pas longtemps j'ai posté mes dernières toiles sur Facebook et sur Instagram. Mais je ne vais pas au-delà, parce que je me méfie un peu des réseaux. Donc Le surréalisme, c'est le thème de cette année, ça te parle beaucoup? Pas ma tasse de thé, comme je le disais tout à l'heure, mais bon, je suis pas réfractaire. D'ailleurs, j'avais posé la question à Philippe pour lui dire, moi, je suis pas réellement surréaliste. Il m'a dit, t'inquiète pas, on est assez éclectique. Et puis, quelque part, entre le paysage métaphysique et le surréalisme, il y a une petite frontière, c'est pas énorme. Quel message aurais-tu éventuellement pour les jeunes ou moins jeunes qui veulent se lancer dans la peinture ou dans l'art? Alors, vaste question. Je vais reprendre des formules de nos anciens, c'est-à-dire quelque part travailler beaucoup, dessiner beaucoup pour justement créer ses propres images et puis aussi s'ouvrir au maximum aux différentes formes d'art, que ce soit il n'y a pas de limite, que ce soit de la peinture murale, que ce soit d'autres méthodes, de l'art numérique et autres. Pour moi, c'est l'essentiel, c'est l'ouverture d'esprit, l'histoire de l'art aussi, quand même essayer de s'enrichir avec la leçon des anciens, de tous les peintres actuels ou passés, et avec tout ça, se créer un bagage à la fois intellectuel et créatif. Quel message aurais-tu pour les organisateurs du salon? Alors, le message, je vais reprendre ce qu'a fait Philippe. Pour avoir un salon de qualité, il est essentiel que les organisateurs rencontrent les artistes et voient réellement leur production, plutôt qu'une sélection sur dossier qui, des fois, laisse des mauvaises surprises, et d'essayer de trouver, un lieu qui permette aux artistes de présenter leurs œuvres avec le maximum de clarté, de lumière et de confort aussi. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et puis à la prochaine. À la prochaine.